Tout simple, il faut y aller. Maintenant, c'est plus difficile, parce qu'il y a une grosse concurrence. Il y a beaucoup plus de médias qu'avant. Bon, moi, je crois que je suis tombé sur un moment privilégié, parce qu'on n'était pas nombreux. D'ailleurs, quand bon, j'ai couvert quand même pas mal de conflits, on se retrouvait toujours les mêmes personnes, euh, les mêmes journalistes. On était un petit groupe, et on savait que si on allait sur une, zone de conflit, on allait retrouver un tel et un tel. Bon, c'est une petite famille, c'était sympa. Maintenant, c'est de l'autre plus dur. Moi, pour la télévision canadienne, euh, j'ai couvert tous les conflits parce qu'on savait que j'aimais bien y aller. Moi, quand je partais en zone de guerre, ma femme me disait amuse-toi bien. Elle savait que pour moi, c'était un endroit que j'aimais bien parce qu'il y avait un esprit qui est différent de l'esprit normal. Et puis, on se sent un petit peu utile en disant bon, on couvre tel conflit. Peut-être que grâce à nous, parce qu'au Vietnam, c'est la presse qui a fait arrêter la guerre du Vietnam. Euh, et pas forcément en zone de guerre, mais je prends la famine en Éthiopie. Bon, s'il y a eu le Bob Geldof qui a fait son fameux Live Aid, euh, c'est-à-dire un concert qui a commencé en Australie, qui a terminé pendant une journée. C'est un concert qui a été non-stop, qui est parti d'Australie, un peu comme le premier, le 31 décembre, qui passe de l'Australie aux États-Unis. Eh ben, il y a eu un concert non-stop d'Australie, du Japon, de l'Europe, c'était Londres. Après, c'est parti aux États-Unis. Tout ça pour ramasser des fonds pour la famine en Éthiopie. Ce que j'aimais bien aussi, c'est de pouvoir, en tant que journaliste, maintenant c'est un peu plus difficile, mais avant, il y avait quand même, les belligérants respectaient les journalistes des deux côtés. Avant, on pouvait aller, moi j'ai fait la guerre Iran-Irak, j'étais en Iran, j'étais en Irak, il y avait- on faisait voir les deux côtés. Euh, euh, en Israël, donc j'allais voir les Palestiniens, j'allais voir les Israéliens, on pouvait faire voir les deux côtés. Maintenant, c'est un peu plus difficile parce que les journalistes sont devenus un peu des pions on parle des femmes otages, ça devient quelque chose de monnayable. C'est euh, c'est lorsque Margaret Thatcher a été obligée de démissionner. Euh, Elle parle, elle est sur les portes de Downing Street. Downing Street, c'est là où habite le Premier ministre anglais. Elle parle, il y a un micro qui est devant la porte, et elle parle pour remercier son staff, en fait tout le personnel qui travaille pour elle. Euh, Elle remercie, puis on voit, elle commence à avoir les larmes aux yeux. Puis moi-même, bon, mais là j'ai eu du pot parce que j'ai mis la caméra. Il y avait toute la presse internationale, la presse du monde entier qui était là parce que c'était un événement majeur. La Dame de Fer qui démissionne, ouais, non, qui a été foutue en l'air parce qu'elle n'a pas été réélue. Et, et donc il y avait tellement de monde, c'est qu'à un moment, c'est là où quand on est passionné, il faut suivre, il faut voir ce qui se passe et tout. Et j'entends deux flics qui disent, il y a un flic qui est là, il y a beaucoup de monde, ça devient dangereux parce que les Anglais ont une frousse de la sécurité. Euh, donc il dit, ouais, peut-être qu'il faudrait mettre une barrière supplémentaire. Parce qu'on n'a pas le droit de filmer l'intérieur de Downing Street, de la résidence du Premier ministre. Donc on n'a pas le droit d'être face à la porte d'entrée de Downing Street. Et là, donc, il y avait des barrières de chaque côté, la porte est là, et là, il n'y avait pas de barrière. Et moi, j'étais là, et puis j'écoutais les flics, et puis il dit, on va mettre une barrière là, pour que la presse s'étale un peu plus, parce que c'est trop dangereux, ils sont trop entassés. Moi, je dis à mon preneur de son, reste là où
j'avais déjà mis ma caméra, reste là, ne bouge pas, je reviens. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une barrière, et moi je me mets, tac, je me mets juste devant la porte d'entrée de Downing Street. Et puis je dis à mon preneur de son, amène-moi la caméra avec le trépied, amène-moi tout ça. Je pose la caméra, je suis en plein, juste devant. Et là, bon, Margaret Thatcher sort, elle remercie son staff, puis elle commence à avoir un peu les yeux, et puis moi j'étais en train de filmer là, puis je dis, vas-y Maggie, pleure, pleure, pleure. Et puis je souhaitais, tu vois, la dame de fer qui va se mettre à pleurer, c'est un plan extraordinaire. Mais bon, tout le monde est humain, même Madame Thatcher. Et là, je la suis, et elle rentre dans sa voiture. Et elle s'assoit dans sa voiture, enfin elle était là, ici, et son mari était ici. Et là, elle se retourne, comme ça, vers les journalistes. Mais là, moi où j'étais, c'est pur hasard, je l'ai en plein cadre. Les autres, il y avait l'angle où il ne voyait pas ses yeux, où il voyait de travers. Moi, j'avais droit devant moi. Et je fais un zoom là-dessus, et elle a les armes aux yeux. Ça, c'est passé dans le monde entier, ce truc. Et ça continue. Dès qu'on parle de Thatcher, ou quand on parle de l'histoire d'Angleterre, ben, il y a mon film qui passe. Parce que je tournais pour la télévision canadienne, et je dis au réalisateur, quand on retourne au bureau, je dis, oh, putain, j'ai Maggie en train de pleurer, c'est superbe. Lui, bon, nous, on travaillait souvent avec la BBC, et à la télévision canadienne, et surtout en zone de guerre, il y en a un qui allait à un endroit, l'autre qui allait, puis on échangeait les images. Et il téléphone au réalisateur de la BBC, du journal télévisé, et puis il dit, il y a mon camarade qui me dit qu'il a Maggie en train de pleurer. Et alors la BBC dit, faites-nous une copie. Alors ok, et puis on vous envoie un motard, il va venir la chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc on leur a fait une copie. Et donc quand on voit les images de Thatcher qui rentre dans sa voiture et qui se met à pleurer, ben c'est moi qui l'ai faite. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça fait plaisir, quoi. Bah, théoriquement, rien ne devrait changer. Le journaliste, c'est rapporter un événement, rapporter une situation. Les moyens ont changé, ça c'est sûr. Maintenant, tout est plus rapide. Avant, par exemple, là, je parle en film, on tournait en film, on ne tournait pas en vidéo. On envoyait nos films par avion. On restait beaucoup plus longtemps sur une zone. On faisait d'ailleurs peut-être plus de journalistes d'enquête que du journaliste de news. Maintenant, tout va très vite, puis au bout de 3 jours, tout est payé, c'est fini, l'événement, on n'en parle plus. Tandis qu'avant, on faisait peut-être plus d'investigation, du journalisme d'investigation. Maintenant, tout va très très vite, c'est peut-être assez superficiel pour certaines choses. Puis là où on est, ben, y a peut-être l'influence des différents gouvernements au niveau de la diffusion. Est-ce qu'on a... on diffuse peut-être pas tout. Le politique a peut-être pris aussi de l'importance sur le journalisme aussi, dans beaucoup de pays, quoi. J'allais dire, c'est le plus beau métier du monde. C'est pas un métier. Enfin, il faut être passionné, parce que c'est dur. C'est très dur, c'est pas... on n'a pas vie de famille. Ce que je dis souvent, j'étais égoïste toute ma vie. Pour faire ça, pour moi, ça a été une passion. Donc un passionné, il oublie plein de choses. J'ai eu la chance d'avoir une épouse qui s'est occupée de mes enfants, qui s'est bien occupée. Mes enfants
ont bien été élevés. Bon, mon fils est caméraman. Il a découvert aussi cette passion. Mais il faut croire à ce qu'on fait. Maintenant, c'est encore plus difficile que lorsque moi j'ai commencé, parce qu'il y a beaucoup de médias, c'est différent. Et pour sortir du lot, ben, il faut travailler dur, il faut vraiment... j'allais dire une chose négative, c'est pas mon tempérament de dire des choses négatives, mais c'est pas négatif. Mais je dis aux jeunes journalistes, il faut avoir beaucoup de courage, parce que actuellement, ça doit être très, très difficile de pouvoir... Et puis bon, il y a beaucoup de crises. Le papier disparaît, on vient sur un Internet. Bon, il y a de nouveaux boulots qui se forment aussi, parce que Internet n'existait pas. Maintenant, il y a des journalistes qui travaillent sur Internet. Bon, même, il y a beaucoup d'agences qui travaillent en vidéo, mais qui travaillent aussi sur des journalistes qui écrivent sur Internet. Il y a des, mais c'est un super métier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut vivre cette passion à fond. Il faut y croire. Il faut avoir beaucoup de volonté. Mais il faut le faire. Une fois qu'on y arrive, c'est une satisfaction, c'est super, parce qu'on découvre un tas de choses et on fait découvrir un tas de choses à nos lecteurs, à nos téléspectateurs. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une passion qui est superbe. Et même moi, là, maintenant, bon, je suis à la retraite, mais bon, je ne peux pas m'arrêter. Je pense qu'il y a une grande différence entre les médias anglo-saxons et les médias français. Je pense que les médias anglo-saxons sont quand même relativement libres. On peut voir que quand même qu'il y a eu comme par exemple Watergate, ça a été créé qui a fait la chute de Nixon, ça a été fait par des journalistes. J'ai appris une chose en revenant en France, c'est l'expression une entrevue à l'anglaise. Une entrevue à l'anglaise, pour moi c'est une entrevue normale, c'est-à-dire que la personne, le journaliste pose des questions pertinentes et parce qu'il a envie de savoir ce qui se passe. J'ai écouté, pas plus tard que je crois que c'est samedi dernier, il y a 2 jours, un journaliste posait une question, je crois que c'est au maire de Lyon, et lui disait « Excusez-moi de vous poser cette question ». On s'excuse maintenant. Quand au lieu de poser une question pertinente, c'est presque « Excusez-moi de vous poser une question ». C'est quand même fou de s'excuser parce qu'on pose une question pertinente. Ou les Français ont souvent cette façon de dire c'est pas moi qui le dis, mais j'ai entendu dire que vous avez fait ceci ou vous avez fait cela. Ils ne veulent pas prendre l'initiative en posant une question directe. Point. Alors ils ne veulent jamais se mouiller parce qu'ils ont peur de peut-être un redressement fiscal ou un truc comme ça si on leur pose des questions un peu trop difficiles. Parce que c'est un peu souvent, quand les journalistes se retrouvent ensemble ou ils posent une question un petit peu délicate à un homme politique, souvent on entend derrière « Ah ben, t'as envie d'avoir un redressement fiscal », tout de suite il y a une espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête du journaliste en disant « Mais je pense qu'en France, quand même, on est les 38e pays au monde au niveau de la liberté de la presse.
on n'est pas les meilleurs, on est loin, c'est quand même dingue d'être 38e pays au monde où il y a une liberté de presse, donc on n'est pas tellement libre. Quand on prend par exemple Hollande, la photo de Hollande, lorsqu'il il amène ses croissants, là, je crois que c'est à Julie Gaillet, bon, le photographe, 3 semaines plus tard, il a un redressement fiscal. C'est pas normal. Euh, quand on prend Mitterrand et sa maîtresse qui était logée aux frais du contribuable français, tout le monde était au courant que Mazarine existait dans la presse. Mais personne n'osait le parler, personne n'osait le dire, parce qu'ils avaient peur de se retrouver après dans la scène, les pauvres journalistes. Donc on le savait, mais il fallait surtout pas le dire. Donc c'est pas normal. Et par rapport à la presse anglo-saxonne, par exemple, je prends la sœur de la reine, la princesse Margaret. Bon, elle adorait la vitesse. Elle s'est fait retirer son permis de conduire plusieurs fois. Et bien, la presse anglaise, il n'y a aucun problème, on le disait. On prend le fils Fabius qui s'est fait arrêter un jour par les flics. Je crois qu'il avait bu un petit peu. Il est resté 10 minutes au poste pour qu'on vérifie que ce soit bien le fils de Fabius. Il est parti. On ne l'a pas, surtout pas verbalisé ni rien. C'était le fameux fils de Fabius qui avait un appartement de 4 ou 5 millions à Paris. Et on ne savait pas, il ne payait pas d'impôts. C'est quand même dingue. Par rapport, je prends le fils de Tony Blair. Un jour, bon, il était il avait un peu trop bu, il s'est effondré dans la rue. Je crois qu'il y a même eu une photo de lui qui a été diffusée par les journaux britanniques. Les flics ont téléphoné à Tony Blair lorsqu'il était Premier ministre et dit on a votre fils. Tony Blair a dit pourquoi vous avez mon fils? Ben parce qu'on l'a retrouvé sur la voie publique, il était effondré, il avait trop bu. Et il dit ben gardez-le. Elle dit mais vous n'envoyez pas une voiture? Non, gardez-le. Et comme ça il va dessouler dans. Et la presse, le lendemain matin, le fils de Tony Blair retrouvé. En France, on verrait ça rarement. Ou peut-être les gens qui sont de l'opposition, on pourrait les critiquer. Mais je trouve qu'en France, on est quand même pas tellement honnête au niveau de. La presse, elle est toujours tout près de. Elle se maîtrise, quoi. Elle dit pas ce qu'elle a envie de dire. Mais quand on reçoit 800 millions il y a des aides de la presse, des aides à la presse française, qui représentent à peu près 800 millions d'euros, 800 et quelques millions. Mais quand on reçoit 800 millions, on va quand même pas se casser du sucre sur la personne qui vous donne 800 millions. On va se taire, on va se calmer. Je vois beaucoup d'entrevues qui sont. J'écoute des entrevues où je regarde. Je prends l'intervention de Macron avec Gilles Boulot. Bon, mais et Gilles Boulot, c'est un ami, j'ai travaillé avec lui, je le connais très bien, mais de le voir dans cette situation où toutes les questions sont posées, il fait semblant d'intervenir de temps en temps. Quand il fait ses entrevues avec Macron et puis quelqu'un d'autre d'une autre chaîne, il fait semblant d'intervenir ou d'essayer de poser des questions un peu plus difficiles, mais tout ça c'est écrit, c'est déjà tout est, rien n'est improvisé. Les questions sont posées, le président sait quelles questions on va lui poser, c'est pas normal. Moi j'ai fait beaucoup d'entrevues de personnalités qui demandaient aux journalistes qu'est-ce que vous allez nous poser comme question. Le journaliste presse anglo-saxonne disait ben, vous verrez au cours d'entrevue. Moi ça me fait peur, le fait qu'en France, ben, je pense que la liberté de presse elle n'existe pas beaucoup.
Eh ben, le journalisme, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, bon, il a évolué d'une façon, d'une façon incroyable, parce que presque tout le monde peut se dire journaliste. Tout le monde peut être témoin de quelque chose dans la rue, avec son appareil de photo, prendre des photos. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que tout événement, il y a une photo. Avant, on parlait de quelque chose, je sais pas moi, d'un incident. Maintenant, tout piéton, devient journaliste, peut prendre une photo. Donc, moi, ce que j'aime, à partir du moment où ces informations sont des vraies informations, et bon, je ne vais pas utiliser le mot fake news, mais à partir du moment qu'on l'utilise d'une façon rationnelle, et pourquoi pas, je dis, donc finalement, c'est une bonne chose que tout le monde puisse être là et être témoin, et peut-être, ça fait peut-être avancer aussi les choses, mais il faut respecter il faut être honnête, et il ne faut pas raconter des salades quand on a envie d'annoncer quelque chose. Il faut que ça soit la vérité. Mais c'est sûr que la presse a énormément changé. Et on voit sur les supports, on les voit au niveau des caméras. Avant, on avait des caméras films. On ne pouvait pas diffuser un événement comme ça en l'espace de quelques minutes. Maintenant, vous êtes témoin de quelque chose. Il va sur le réseau, sur Internet, sur votre chaîne de télé tout de suite. Il n'y a plus de temps. Avant, j'allais dire, pour l'information, c'est peut-être mieux maintenant d'avoir la possibilité d'aller très vite, mais d'un autre côté, on passe peut-être à travers des analyses plus profondes de l'événement. Nous, on ne partait jamais pour une semaine. C'était minimum 15 jours, 3 semaines. Après, on restait plus. Mon reportage le plus long, je crois que c'était 4 mois. Ouais, je crois que c'est 4 mois. On avait la chance de pouvoir aller en profondeur sur l'événement. Tandis que maintenant, c'est tac, tac, tac. Puis après, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. On n'en parle plus. Je trouve que c'est un peu malheureux à ce niveau-là.